Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Le titre. Un incendie s'est signalé au niveau du ministère des Finances et du Budget. D'importants dégâts matériels ont été notés, mais le ministère rassure quant à la continuité des services. Dans cette édition également, Andesam Dikoui qui élève la voix et rejette toute idée avancée par les députés, donc membres du parti PASTEF, qui estiment que le projet de loi qui a été déposé est incomplet. Selon eux, il est inconcevable d'entendre ces déclarations. Andesam Dikoui qui donne d'ailleurs un ultimatum aux députés membres du groupe parlementaire PASTEF afin qu'il adopte ce projet de loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. Dans cette édition également à Kaolack, retenez que la coalition Diomaye Président se mobilise pour les élections locales. La coalition Diomaye Président qui a donc affiché ses ambitions pour ces prochaines élections. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. L'immunité parlementaire du député Farba Ngom a été levée ce matin à l'Assemblée nationale. 108 députés ont voté pour, 21 contre, les abstentions. Retenez que le maire des Ayem a d'ailleurs tenu à faire le déplacement devant les députés. Il a clamé haut et fort son innocence. Selon lui, il n'a jamais reçu un centime venant de la part du Trésor, si ce n'est son salaire de député ou même celui de ses bâtiments qu'il a loué à l'État, notamment au patrimoine bâti de l'État. Farba Ngom, Mohamedou Ngom, député maire des Agnam, et que je vous propose d'écouter. On parle beaucoup de détournement dans le cadre de mon dossier. Ce que j'ai entre les mains, c'est le Saint-Coran. Aucun centime n'a jamais quitté les comptes du Trésor pour venir sur mes comptes ou sur mon compte, si ce n'est mon salaire de député ou même les maisons que j'ai louées au patrimoine bâti de l'État. Aucun, je dis bien, franc n'a jamais quitté les comptes du Trésor pour venir vers les comptes de mes sociétés. Je suis musulman et j'ai entre les mains le Coran. Que vous soyez avec moi ou pas, je tenais à le faire pour vous dire tout ce que l'on m'accuse est totalement infondé. Je n'ai jamais touché de l'argent venant du Trésor, si ce n'est ce que je viens de citer. Plusieurs violations ont été commises dans le cadre de mon dossier. J'ai même été arrêté pendant 10 mois sans être entendu. Ce régime s'est acharné contre ma personne depuis son arrivée au pouvoir. Et puis un incendie s'est déclaré très tôt ce matin au niveau du ministère des Finances et du Budget. Le cabinet du ministère a été touché. De nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Le ministère des Finances et du Budget qui rassure quant à la continuité de ces services. Le ministère d'ailleurs qui estime qu'avec la rapidité du travail des sapeurs-pompiers, tout a été maîtrisé. Les flammes ont été donc maîtrisés par les sapeurs-pompiers. Je vous propose de suivre ce récit de Ndeye Alifal. L'incendie s'est déclaré aux environs de 5 heures du matin au niveau du 6e étage du ministère des Finances. Une partie du cabinet a été touchée. Alertés, les sapeurs-pompiers rapidement mobilisés sont parvenus à maîtriser les flammes vers 7 heures grâce à un important déploiement de leurs équipes. Sur les lieux, les gendarmes étaient en nombre. La route qui mène au ministère des Finances et du Budget a été temporairement barrée afin de faciliter l'intervention des secours et de sécuriser le périmètre. L'incendie a causé d'importants dégâts matériels. Les sapeurs-pompiers indiquent par ailleurs avoir reçu des instructions de ne pas accorder d'interview en raison de la sensibilité de la situation. Dans un communiqué, le ministère des Finances et du Budget informe l'opinion publique
qu'un incendie s'est déclaré dans la nuit du 15 au 16 février 2026 dans une partie des locaux du ministère. L'intervention rapide et efficace des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser la situation dans les plus brefs délais. Le ministère remercie les services de secours pour leur professionnalisme et leur réactivité. Aucune victime n'a été constatée. Les activités se poursuivent normalement, sous réserve des mesures organisationnelles prises à titre préventif. Le ministère invite l'ensemble des acteurs à faire preuve de responsabilité et à s'en tenir aux informations officielles. Ndeye Yaly Fall, And Sam Djikoyi, estime qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas voter la loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal, selon donc ses membres. La proposition de loi qualifiée d'incomplète constitue une trahison. Ce qui tient aujourd'hui, ce discours l'avait validé au départ, selon And Sam Djikoyi. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ce compte rendu signé Elisabeth Grastine et Nogueidja. Le mouvement And Sam Djikoyi estime qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas voter la loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. Ses membres considèrent que la proposition de loi qualifiée d'incomplète constitue une trahison. Ceux qui tiennent aujourd'hui ce discours l'avaient validé au départ. Que personne ne me parle d'une loi incomplète. Si tel est le cas, cela signifierait qu'il y a eu trahison envers le peuple, car il lui avait été affirmé que la loi était complète avant même d'être proposée. La loi est considérée comme parfaite. 74 députés ne peuvent pas être à ce point imprudents, au point de valider une loi importante, des manquements. And Sam Djikoyi exige de Pastef le respect de sa promesse relative à la criminalisation de l'homosexualité et fixe également un ultimatum au gouvernement. Vous allez criminaliser l'homosexualité. Vous le ferez parce que c'est votre promesse principale de campagne et que vous ne sauriez concevoir le droit de décevoir, et vous le savez. Nous portons le même sang et avons en partage le même héritage de Ngor et de Djombo. Vous allez tenir parole. Le peuple sénégalais n'acceptera pas un autre coup de poignard dans sa dignité de peuple croyant d'un autre Pierre Robert. Sam Djikoyi reste ferme sur la date butoir du 8 avril, après laquelle elle se réserve la suite à apporter à sa démarche. Les responsables rappellent que cette proposition de loi a contribué à renverser une Assemblée nationale ainsi qu'un président. Ils mettent en garde les autorités actuelles. C'est une loi qui a renversé une Assemblée nationale et un régime. Si quelqu'un pense qu'en la négligeant, il pourra continuer à en tirer un avantage politique, il se trompe. Si un gouvernement souhaite sa propre chute, qu'il minimise donc cette loi validée par toutes les confessions religieuses. Le mouvement lance un appel au peuple et à la jeunesse afin que les valeurs soient préservées. Elisabeth Grastine, parlons tout à fait d'autres choses. Retenez que donc des membres de la société civile sont donc réunis à travers le collectif Sursaut Citoyen. Ce collectif qui a donc bouclé les premières conclusions, donc des premières conclusions dans le cadre du projet de réforme de la Constitution. Pour cette organisation de la société civile, le pouvoir en place doit prendre en compte l'avis des citoyens dans le cadre des réformes, notamment le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil constitutionnel. Youssou Ndiaye, membre du sursaut national, il est ici au micro de Nogueidja. Les occupations majeures sont d'ordre citoyen et il va falloir effectivement que toutes les parties prenantes, 17 organisations du collectif qui sont membres donc du présent collectif, vont effectivement essayer de donner des directives ou des orientations majeures pour que notre démocratie soit une démocratie majeure. A priori, d'abord, c'est de l'adopter, parce que nous avons des ébauches effectivement de documents que nous sommes en train de
sur lesquels nous sommes en train de travailler. On va les adopter après avoir vraiment pris les points prégnants qui préoccupent la bonne marche de notre nation, de forme parfaite. Il va falloir que nous allions mollo sur ces genres de propositions. La Cour constitutionnelle est un point saillant pour remplacer le Conseil constitutionnel dont son avis n'est pas susceptible d'avoir un recours pour effectivement contester ces décisions-là. Donc nous sommes en train effectivement dans la commission 1 de parler beaucoup pour la mise en place d'une Cour constitutionnelle qui va être là et qui y aura une décision juste et que ceux qui sont pas d'accord avec les décisions qui sont prises puissent avoir un rappel. Du moins c'est un appel à cette cour-là pour un peu rééquilibrer les décisions prises. Et il y a aussi le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a des non-dits que nous ne pouvons pas, sur lesquels nous ne pouvons pas épiloguer. Mais ce qui est important, c'est une décision aussi des citoyens pour que ça soit véritablement équitable, que le président puisse se retirer du Conseil supérieur de la magistrature. Crise universitaire, Thierno Alassane Sall pointe du doigt la responsabilité du gouvernement, selon lui, au moment où les autorités ont jugé lourd le coût des bourses. 5 milliards de francs CFA avaient été débloqués pour indemniser les militants de PASTEF victimes de manifestations de 2021 et de 2023. Pour le député, les revendications des étudiants sont légitimes. Nous l'écoutons, il est ici au micro de Moussa Diam. Choquante. Les étudiants sont dans leurs droits. Les autorités doivent chercher des solutions pour sortir de cette situation et éviter toute forme de confrontation. Le ministre de l'Enseignement supérieur, au lieu de chercher une solution, il veut faire du forcing. Ça passe ou ça casse, c'est ce qu'il a dit lors de son face-à-face avec la presse. On dirait qu'il ne se préoccupe pas de la mort d'Abdoulaye Ba, étudiant en 2e année à la faculté de médecine. Les autorités, lors de leur passage à l'Assemblée nationale, ils avaient dit que le coût des bourses est excessif. L'État ne peut pas prendre cela en charge. Ils avaient même donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. Et au même moment, ils ont indemnisé leurs militants. C'est vraiment paradoxal. J'avais pourtant alerté sur cette situation lorsque j'ai vu de nombreuses voitures de la police stationnées à quelques pas de l'université. Est déplorable. La responsabilité du Premier ministre est également engagée. Conseil académique. Le ministre de l'Emploi, la formation professionnelle et technique a réceptionné 11 moteurs complets de CFAO Mobility au profit des centres sectoriels des métiers de la mécanique et des engins motorisés. Le Djamniadio, selon l'équipement didactique, va contribuer au renforcement de la formation pratique des apprenants en mécanique. Je vous propose de suivre les explications de Moustapha Ndiakesare, ministre de la formation professionnelle et technique, mais également de l'emploi. Il était sur le micro de Babacar Seck. Vous savez, notre objectif principal, c'est de faire en sorte que les apprenants qui sont dans les centres de formation puissent être opérationnels dès leur sortie. Et CFAO participe à cette idée puisque nous permet d'avoir une formation pratique fondamentale et les jeunes apprenants qui fréquentent ce centre auront bien sûr du matériel, des outils pour être formés de façon pratique et à leur sortie, ils auront la possibilité d'être opérationnels. CFAO ne se limite pas seulement à offrir des outils de travail, mais CFAO accueille également nos apprenants à leur sortie dans des stages et souvent retient en tout cas les meilleurs qui sont en stage dans ce groupe-là. C'est le lieu de les remercier vivement et de demander aux autres groupes privés de prendre CFAO comme une référence. Et nous aussi, nous allons bien sûr remercier CFAO avec l'acte, puisque nous avons décidé de dénommer l'atelier même Atelier CFAO. Donc, c'est vous dire simplement que le partenariat entre CFAO et le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique est au beau fixe.
Restons à Diamniadio. Dans le cadre du projet Compétences numériques des élèves et développement de l'esprit scientifique, la COSIDEP a organisé un atelier de 2 jours pour l'élaboration des ressources numériques dans les enseignements et apprentissages. L'objectif est de concevoir, de produire un ensemble de ressources numériques éducatives adaptées au contexte d'apprentissage ciblé par le dit projet. Babacar Seck. Une étude diagnostique a été menée pour mieux comprendre les usages du numérique par les élèves, les enseignants ainsi que les parents. Même si l'accès au numérique est une réalité, la dimension pédagogique reste faible. Pour ce qui est de l'accès, la plupart des élèves ont accès à au moins un appareil numérique, que ce soit un téléphone, une tablette ou un ordinateur, donc autour de 75%, et que également ils sont nombreux à l'utiliser pour apprendre. Maintenant, l'accès il est différent selon qu'on soit en zone urbaine ou en zone rurale. Et ce qui est le plus important, c'est qu'ils l'utilisent, mais la dimension pédagogique est encore faible. Au niveau des enseignants également, il y a une forte propension à 74% à utiliser le numérique, mais l'utilisation en classe est beaucoup moins répandue, autour de 40%, et toujours un besoin affirmé d'outils et d'accompagnement dans ce domaine-là. Les parents se sont montrés, en tout cas les parents interrogés, se sont montrés très largement favorables à l'usage du numérique pour l'apprentissage, mais montrent également qu'ils ont beaucoup de difficultés eux-mêmes à réguler, à accompagner. Parmi les défis à relever figure la formation des enseignants pour mieux orienter les élèves. Nous allons nous interagir avec les enfants qui sont connectés et mieux connectés que nous. Et d'abord chercher des réponses que les élèves cherchent et les orienter. Les défis sur l'orientation des élèves à un contenu qui est vraiment le contenu que nous attendons à ces élèves pour qu'ils puissent développer des compétences numériques et des compétences dans leur enseignement-apprentissage. Pour rappel, le projet Compétences numériques des élèves et développement de l'esprit scientifique est une initiative de la COSIDEP soutenue par la coopération allemande dans le cadre du programme Génération Digitale. Le secrétaire général de l'Union des radios communautaires du Sénégal appelle l'État à réviser les textes régissant les radios communautaires qui datent selon lui depuis des années. Ces textes sont caducs, dit le secrétaire général de la dite organisation. Il faut une politique de réforme, mais également dans ce contexte de morosité économique, il estime que des alternatives doivent être prises pour la survie des médias face aux mutations. Le secrétaire général de l'Irak, il s'appelle Tala Dion. Je vous propose de l'écouter. Il est ici au micro de Cheikh Maguette Mbaye. Les difficultés frappent d'une manière générale l'ensemble de la presse sénégalaise parce que nous sommes dans un environnement quand même qui est très difficile pour la presse. À fortiori maintenant les radios communautaires qui sont souvent dans des villages les plus reculés où les ressources économiques ne sont pas aussi importante que ça. Donc, sur le plan économique, on a des problèmes. Mais aussi, il faut qu'on suive aussi l'évolution des nouvelles technologies de communication et de l'information. D'autant plus aujourd'hui, on ne peut pas faire la radio d'une manière générale sans y associer ces plateformes. Ça, c'est des défis de formation, ça, c'est des défis d'équipement et des défis d'entretien. L'autre défi aussi, et je pense que le représentant du ministère de la Communication l'a dit tout à l'heure, nous sommes appliqués, les textes qu'on nous applique, c'était des textes vraiment qui datent de très très longtemps. Heureusement, les autorités, en commençant par le ministère, le CNRA, sont très sensibles à ces genres de questions. Nous continuons à discuter, en tout cas pour faire de la radio communautaire, un véritable levier de développement économique et social et culturel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le développement, si c'était un pagne, la trame qui tisse justement ce pagne-là, c'est la communication. Et la radio communautaire, vraiment, constitue un levier extrêmement important parce qu'ils parlent les langues nationales et sont en contact direct avec les populations bénéficiaires des politiques publiques. Si ce n'était pas l'Irak aujourd'hui, beaucoup de nos radios allaient fermer parce que l'environnement économique où ces radios sont implantées est hostile. Mais l'Irak fait de son mieux pour venir en aide aux radios pour pouvoir en tout cas fonctionner. Et puis, parlons tout à fait d'autre chose. Des villages des îles du Saloum
réclament de l'eau. Selon les habitants, ce problème s'est amplifié depuis plusieurs années. La solution n'a toujours pas été trouvée. Le liquide précieux devient introuvable dans certains villages. Je vous propose de suivre les explications d'Edouard Ndong. Il est donc le coordinateur du collectif de la défense de Palmarin. Il est interrogé par Moutagakan et Mamoudouba. Au Sénégal, quand tu dis les îles du Saloum, tu prends Palmarin et la commune de Fimela, mais c'est la destination phare au niveau du tourisme. Mais alors comment est-ce qu'un bijou pareil est à genoux maintenant économiquement à cause de l'eau? Les hôtels qui se débrouillent pour se maintenir et qui achètent de l'eau chaque semaine, beaucoup d'eau, une grosse quantité d'eau, mais leurs bénéfices y vont. Donc ils se maintiennent juste pour vivre. C'est une honte aussi pour le Sénégal. Au niveau des ménages, économiquement, les gens n'osent plus faire un certain élevage, un certain cheptel, parce que vous n'aurez pas de quoi les abreuver. C'est une catastrophe. Alors que l'économie des ménages était basée sur ces petits ruminants-là. Imagine-toi une femme qui accouche dans une maternité sans eau. C'est un crime. Tu vas à l'école, les toilettes sont foutues, personne ne va dans les toilettes. Donc, la défécation dans la nature, qui était un combat longtemps mené et qui était presque fini, on retourne là-bas. Parce que les enfants ne peuvent plus aller dans les toilettes des écoles. Les tableaux même, en Dangan, sont effacés par de l'eau salée. Les gens vont aller puiser à la mer, ils mettent l'éponge, ils effacent le tableau. Donc quand ils font ça, quand c'est sec, il y a un reflet à partir du tableau directement dans les yeux des enfants. Va savoir ce qui va se développer en termes de problèmes de vision, etc., etc. Les conséquences sont énormes et terribles. Maintenant, nous, ce que nous allons faire, nous, en tout cas en tant que collectif, ou bien en tant qu'association, etc., c'est carrément de porter l'État responsable de notre situation. On porte plainte contre l'État pour que l'État assume ses responsabilités de nous donner de l'eau, et de l'eau de qualité. Pas n'importe quelle eau. La même eau que boivent les gens de Dakar et de partout. On a besoin de ça immédiatement. Ça ne peut pas. Élection locale 2026 ou 2027. La coalition Diomaye président, elle, peaufine déjà sa stratégie à Kaolack. Au moins 85 partis, mouvements, associations se sont réunis pour discuter de ces élections, se préparer en conséquence. La coalition Diomaye président qui entend jouer les premiers rôles dans le cadre donc de ces élections. Ces derniers ont tenu des promesses et appellent également à l'installation rapide des comités de quartier et de village. La coalition affiche déjà ses ambitions. Sékou Diallo et Astombaye. La coalition Diomaye président se met en ordre de bataille à Kaolack. L'objectif, corriger les manquements structurels du département et amorcer un véritable développement économique et social. Au niveau du département de Kaolack, nous sommes prêts à mailler tout le département. Le président Diomaye a un plan pour Kaolack et nous allons le porter jusqu'au niveau des communautés de quartier. Nous sommes toujours dans cet élan et nous invitons tout le monde à nous rejoindre. Et nous espérons que tous les leaders soucieux du développement de Kaolack vont nous rejoindre parce que c'est notre objectif. Être avec Diomaye, c'est soutenir le développement de Kaolack. Le coordinateur départemental insiste sur la nécessité d'une structuration rapide à la base. Il faut commencer à être dans l'action. Les comités villageois et de quartier doivent être rapidement installés pour qu'on puisse gagner les 14 régions du Sénégal lors des prochaines élections municipales. Sur le terrain, la consigne est bien reçue par les militants, conscients des défis qui attendent le département de Kaolack. La coalition entend ainsi transformer cet élan en victoire électorale sur l'ensemble du territoire national. Le collectif des griots de Dakar va se repositionner et regagner ses acquis. Du passé un quota pour réintégrer l'administration pour ses membres, la dynamique et d'accompagner les anciens qui sont à la retraite par des soutiens financiers, mais aussi s'organiser davantage pour sensibiliser leurs enfants dans le cadre de leurs études. Le collectif se veut être la voix des griots de Dakar. Cher Faye, coordinateur du collectif des griots de Dakar, est ici au micro de Barzo. Maintenant, l'objectif est de changer de paradigme. L'objectif de ce collectif est de mieux valoriser nos membres. Nous voulons reprendre
quelques acquis que nous avons perdus, par exemple des quotas dans certaines structures de l'État. Cela se faisait auparavant. Nous voulons également accompagner nos anciens qui aujourd'hui ne pratiquent plus de la musique, entre autres, et qui sont à la retraite. Malheureusement, il n'y a plus de bourse de sécurité familiale, sinon nous allons plaider pour qu'ils puissent être intégrés. Nous voulons les accompagner, mettre la main à la poche. Vous savez, nos enfants également, il faudra qu'on les accompagne dans le cadre de leurs études. Ils peuvent devenir ministres, ingénieurs, entre autres. Leur faire voir une autre facette de la vie. L'autre aspect, c'est également renforcer les capacités de nos membres. Faire en sorte que l'on puisse être des modèles de société. Nous voulons véritablement polir l'image des griots, particulièrement ceux de Dakar. C'est l'objectif phare de ce collectif des griots de Dakar. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITA20. Au revoir.